Caramel. Caramel, Caramel. Mou. Caramel. Caramel. Mou. C'est pas pour me vanter, mais parfois je lis des journaux américains même. Ainsi, en 2017, dans un éditorial du New York Times daté du 12 juin, soit quelques jours avant le second tour des législatives françaises, qui allait envoyer au Parlement une majorité de députés en marche, éditorial titré « Les pouvoirs sans entrave d'Emmanuel Macron », je pouvais donc lire, je cite l'éditorialiste, que le président français pourrait être tenté d'abuser de son pouvoir exécutif. Et l'éditorialiste donnait un exemple, la volonté présidentielle d'inscrire dans le droit commun, je cite, les dispositifs de l'état d'urgence, rendant ainsi perpétuel le temporaire et banalisant des mesures radicales comme les perquisitions administratives sans mandat, les assignations à résidence et autres ports de bracelets électroniques et ainsi, je cite encore, enclencher un mouvement de restriction continue des droits constitutionnels des citoyens français. Ce qui fut effectivement fait entre fin septembre et la mi-octobre 2017, après passage pour vote devant le Sénat et l'Assemblée nationale de la loi Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, défendue par le sémillant Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur de l'époque. Principes les plus emblématiques de cette loi, assignation à résidence, perquisition à domicile, contrôle des déplacements avec pose de bracelets électroniques, surveillance des communications, et cela pour toute personne dont on pourrait imaginer qu'il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public. Définition assez floue, pouvant concerner aussi bien des manifestants gilets jaunes préparant le blocus d'une raffinerie que des djihadistes en train d'organiser un attentat. Pour en revenir à l'article du New York Times de juin 2017, l'éditorialiste s'étonnait, je cite encore, de l'absence dans le système français d'un rôle pour le judiciaire qui pourrait contrôler le pouvoir général de l'exécutif. Et l'éditorialiste s'étonnait de cette absence troublante, ouvrant la voie à une république plus répressive. Fermez le ban. Alors, 3 ans plus tard, on en est où ? Eh bien, dans les dérives énoncées dans cet édito du New York Times plutôt visionnaire. Dernier exemple, l'ensemble hétéroclite de propositions de loi qui viennent d'être discutées au Parlement et qui continuent à porter atteinte aux libertés garanties par le droit français. Contournement de la loi de la presse de 1881 pour entraver le droit aux journalistes de couvrir des manifestations, article inclus à la va-vite et au dernier moment dans la loi de programmation de la recherche pénalisant de 3 ans de prison l'occupation d'un campus universitaire, volonté là de museler les étudiants et toute la communauté universitaire, texte de loi qui veut ainsi sanctionner, je cite la loi, ceux qui troublent la tranquillité de l'université. Interdiction de témoigner en images des passages à tabac et autres bavures policières si ces images permettent de reconnaître les coupables de tels actes, au nom, je cite là encore la loi, de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique des fonctionnaires de police. Demande aux journalistes d'informer à l'avance le préfet de police de leurs intentions de couvrir une manifestation. Autorisation de la surveillance par drone, recours à la sécurité privée pour pallier le manque de personnel sur le terrain, toute proposition incluse, elle, dans le fameux texte dit « sécurité globale » défendu la semaine dernière par Gérald Darmanin.
Après la défense acharnée du pouvoir jupitérien, d'un libéralisme économique effréné, qui, à grands coups de baisse d'impôts patronales, de dérégulation du marché du travail, de suppression de l'ISF, devait nous valoir promesse de ruissellement jamais descendu, le voilà, ce pouvoir qui, dans une deuxième étape, dévoile son penchant plutôt autoritaire, engorgeant jusqu'à plus soif le Parlement de textes restrictifs et liberticides. Rajoutez à cela les consignes de fermeture de commerce, de salles de spectacle, les annonces de couvre-feu et autres restrictions de mouvement censées freiner l'avancée du Covid-19 et vous comprendrez qu'il y a de quoi s'alarmer. On fustige Donald Trump aux États-Unis, Viktor Orban en Hongrie, Andrzej Duda en Pologne pour leur tentation illibérale. On pourra, si nous n'y faisons pas gaffe, rajouter Jupiter à la liste. Plus il se précise, plus le monde d'après est réjouissant. Bonne chance à tous. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, saison 32, réalisé à l'arrache depuis mon garage et mis en onde par Thomas Delafosse. Nouveau numéro en mode confiné. Ce soir, on prend des nouvelles de la salle Nougaro avec sa programmatrice Éléonore Bonfils. On parle du prochain album de Claire Gimat, Sorcière, avec elle au téléphone. Et puis, nous écouterons une nouvelle chronique de cinéphilie décalée avec notre bon professeur Thibault et le coup de gueule de Manuel Pomar au sujet d'un rapport sobrement intitulé « Toulouse, territoire d'avenir », rapport initié par la mairie de Toulouse et la région Occitanie et qui est en charge de faire des propositions pour nous construire un avenir radieux pour l'agglomération. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Traçant sa route sur des territoires marqués par le folk, les compositions de Stephen Neuser s'enrichissent d'une instrumentation riche incluant guitare, violoncelle et accordéon. Dans la lignée du folk classieux de Pierce Faccini, la musique de Stephen Neuser et de son groupe Solaris Great Confusion est raffinée et élégante, pleine et nostalgique. That Fellow's Got to Swing, extrait d'Untwin Ways, nouvel album des Strasbourgeois de Solaris Great Confusion, c'est Caramel Mou et c'est tant mieux. Voice behind me whispered low, that fella's got to swing. Now the bridge seems too real as a flame of kerosene, and the skies above like a helmet of scorching steel. Ghost behind me whispered low, a sad song to sing, another way to seal the glazing to my sins. But I'm afraid nothing gonna change that morning thrill. Behind me whispered low, that fella's got to swing. Now the bridge seems too real as a flame of kerosene, and the skies above like a helmet of scorching steel.
Thought I won't feel with pain. I just use a simple word. Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Congo ou pardon? Aujourd'hui, 27 novembre, sort sur Facebook, sur YouTube et ailleurs le premier clip Les Pleureuses, morceau extrait du premier album de Claire Gimat, Sorcière, qui sortira au premier trimestre 2021. Excellente raison de téléphoner à cette chanteuse toulousaine. Claire Gimat, bonjour. Bonjour. Un petit coup de fil, Claire Gimat, pour prendre de vos nouvelles et revenir sur cet album dont vous avez retardé plusieurs fois la sortie, Sorcière, il s'appellera cet album, et normalement il devrait sortir courant 2022. D'abord, comment vivez-vous la situation actuelle? Ça va, c'est pas vraiment évident. Enfin, c'est surtout assez difficile de vivre dans un monde où à peu près tout ce qui nous apporte de la joie et qui nous rend un peu vivants est considéré comme secondaire, quoi. Mais après, sinon, sur ce qui est le plan professionnel et tout ça, je m'adapte. Après, c'est vrai que du coup, ça a été plusieurs fois repoussé. C'est bon, on apprend à plus trop contrôler grand chose, donc c'est un peu compliqué. Mais ça me laisse en même temps plus de temps parce qu'un premier album, c'est beaucoup de travail. Et du coup, là, j'ai pu travailler plein de choses, les visuels, la communication. Donc voilà, je le prends de manière positive, on va dire. Vous êtes sur la scène toulousaine depuis une dizaine d'années. Un premier album, c'est une première photo de la démarche artistique que vous avez entamée il y a une dizaine d'années? Oui, c'est ça. C'est ça. Pour moi, c'est vraiment un aboutissement un peu de tout ça. J'étais plus dirigée vers le live. Mais d'ailleurs, j'ai de la chance parce que du coup, je sors mon album pile au moment où on peut plus jouer. Donc, c'est pas terrible parce que du coup, je dois repousser. Mais en même temps, j'ai d'autres choses à faire que de répéter, de m'occuper de la scène, des concerts. Donc, ça tombe pas trop mal. Album enregistré avec Louis Navarro à la contrebasse et Arthur Guyard au piano. Des chansons très très poétiques sur des arrangements, j'allais dire assez acoustiques, même si de temps en temps on peut entendre des bruits de machines et un peu d'électro. C'est un peu la recette de vos chansons en ce moment, ce mélange? Oui, c'est ça. Je suis partie plus d'une culture très acoustique, plutôt piano-voix au départ. Et après, je me suis pas mal ouverte du coup aux musiques assistées par ordinateur et j'ai pas mal travaillé, donc plus les textures, je me sers des sons électroniques comme des ambiances sonores pour l'album. Et ensuite c'est beaucoup Arthur Guyard là qui a travaillé aussi sur les arrangements. Moi j'avais fait des maquettes avec toutes les parties et lui il a apporté vraiment ce qui est son et il a donné de l'ampleur à tout ce que j'avais écrit, quoi. Mais oui, on garde vraiment le son. Là, par exemple, Louis à la contrebasse, qui est un jeu qui est super beau, et en particulier sur Les Pleureuses, qui sort vendredi, du coup, et il joue à l'archer magnifiquement bien. C'est super beau. Donc, j'avais envie de garder quand même cette dimension-là. Louis Navarro, que l'on avait pu découvrir il y a une petite dizaine d'années aussi dans un quartet, le Wen Quartet, avec Simon Portefeuille à la batterie, Carla Gaudry au sax et Xavier Gensch au piano, et que l'on avait vu ces derniers temps jouer de temps en temps avec Guillaume Lopez. Et album qui est défendu par un label, Champ d'Action, qui est porté par Les Grandes Bouches et par Philippe Dutheil en particulier.
Oui, c'est ça. Enfin, du coup, on n'est pas, je suis pas du tout dans le label, mais il m'a aidé sur tout ce qui est trouver. On a pu enregistrer à Elixir grâce à lui. L'album a été masterisé à la Villa Mastering, et c'est lui aussi qui m'a fait connaître Arthur. Donc oui, il a été partie prenante de l'album aussi. Cet album, Sorcière, c'est une dizaine de portraits de femmes qui sont autant de cas particuliers, mais votre façon aussi de montrer toutes les facettes qu'elles peuvent avoir. Oui, c'est ça, c'est du coup Sorcière, c'est le nom de l'album avec un S. Et du coup, oui, c'était comme une figure un peu symbolique, c'était l'idée de s'autoriser à chercher qui on a envie d'être, qui on est, et de pas trop se soucier de ce qu'on attend de nous, et de pas croire qu'on est obligé d'appliquer des règles, quoi. Et du coup, c'est des femmes qui souvent au départ se sentent un peu à l'étroit, on va dire, et qui plongent dans des imaginaires, c'est des mondes un peu surréalistes, hors du réel, comme ça. Et du coup, Sorcière, ça a aussi cette aura magique qui était intéressante qui correspond à l'album. Vous parliez de surréalisme, on attaque l'album dans une plongée dans l'univers de Dali. Oui, c'est ça. C'est une chanson que j'ai écrite après avoir vu un tableau, en fait, les signes se reflétant en éléphant. Et du coup, je suis partie de ça et j'ai inventé ça, une plongée. Donc au début, c'est une femme qui est un peu enfermée et qui plonge dans un tableau et qui vit plein de choses. Et voilà, et du coup, ce clip qui est réalisé par un artiste justement surréaliste espagnol qui s'appelle Mira Ruido, oui, qui sort en janvier. Ouais. Un adepte en particulier du collage. Oui, c'est ça, voilà. Un adepte du collage, c'est hyper beau ce qu'il fait, très coloré, tout ça. Donc là, on est en pleine réalisation. J'ai les premières images et tout ça, donc c'est super, ça s'annonce bien. Je disais que votre écriture est très poétique, mais elle est aussi justement très surréaliste, avec des associations d'idées qui interpellent, et on se laisse autant bercer par les mots que vous chantez que par le sens que vous y donnez. Oui, c'est souvent assez métaphorique, en fait. Il y a beaucoup d'images, en fait, c'est très visuel. Donc je peux donner des exemples il y a un orme, par exemple, qui se déracine et qui s'en va, et une femme qui le suit la nuit, il lui arrive plein de choses, et en fait il y a cette idée, le jour va se lever et elle court après l'orme parce qu'elle refuse que le jour se lève et de revenir à la vie réelle. Et du coup, souvent il y a des associations d'idées, oui, comme ça. Là, l'orme, c'est le symbole du rêve, par exemple, dans cette chanson. Il y a une aviatrice un peu inadaptée qui est perdue au milieu du ciel et qui n'arrive pas trop à se fondre, disons, dans la société, et qui finit par mourir dans une explosion apocalyptique. Enfin, il y a plein de... Voilà, il y a une baronne qui a coupé les ponts. Oui, aussi, une baronne qui est un peu dégoupillée, oui. Enfin, qui est infanticide, avec un chapeau vivant, avec des fleurs qui capturent des enfants. Mmh. Oui, c'est beaucoup d'histoires. Et c'est vrai que c'est un univers surréaliste, mais aussi très macabre, très noir. Oui, enfin j'espère pas trop, mais mais oui, c'est quand même assez. Il y a des personnages un peu effrayants, le kraken, etc. Après, je crois que c'est quand même, il y a quand même une douceur. C'est pas fait pour faire peur ou pour. Oui, mais il y a un côté très fable, mais pas à mettre entre toutes les mains. Oui, carrément. Pour vous, actuellement, c'est quoi vos journées? Vous le disiez, vous travaillez sur la sortie de cet album, mais c'est aussi des moments de répétition avec vos compagnons de jeu, puisque, je le rappelle, pour les artistes, tous les gens du spectacle vivant, il y a possibilité de travailler en résidence ou en répétition. C'est des choses que vous faites beaucoup en ce moment? En ce moment, je fais beaucoup de montage vidéo. J'ai passé le premier confinement à faire du Photoshop pour mes visuels, et là, j'ai fait pas mal de montage pour la vidéo qui va sortir du coup avec les pleureuses vendredi. Et mais c'est super, j'apprends plein de choses, ça laisse un peu plus de temps. Après, j'ai pas mal répété aussi, oui, pour la nouvelle formule en trio, donc qui devait sortir là en décembre, mais qui sortira que en mars. Mais après, j'ai aussi fait des rencontres. Là, j'ai enregistré avec Serge Lopez, Elsa Lopez, Louis Navarro, Irina Gonzalez, un morceau. C'est l'occasion aussi de faire d'autres choses que d'habitude on n'a pas forcément le temps de faire, et c'est sympa. Serge Lopez, qui avec sa fille Elsa est en train de préparer un album, et que l'on retrouve régulièrement sur Facebook, puisqu'il y fait quasiment quotidiennement des petits sets d'une demi-heure, donc aux alentours de midi 15. Et puis Irina Gonzalez qui a monté un duo justement avec Louis Navarro, et qui commençait à jouer régulièrement juste avant d'être bloqué par cette deuxième phase de confinement. C'est ça, oui, exactement. Oui, c'est des super musiciens et musiciennes.
C'est vraiment chouette. Et le morceau que vous avez enregistré, c'est un morceau que l'on pourrait voir sur le net? Je crois qu'ils l'ont publié aujourd'hui sur Facebook, justement, là, dans leur publication La Sergélus. Et donc non, c'est écoutable. C'est Alfonsina Yelmar et voilà, c'est chanté par Elsa en lead. Pour vous, la suite, c'est quoi? L'album, il sort quand? Sorcière sort quand? Alors ça sort le 19 mars, du coup, c'était la sortie nationale qui était prévue, enfin déjà repoussée une fois, mais bon, qui était prévue quand même là. C'était donc le 19 mars, et donc avec un concert à la Manufacture Chanson à Paris. Et donc là, autour, je vais essayer, normalement la sortie régionale était en décembre, là, avec le Bijou, la GESP, etc. Donc là, ça, je vais essayer de le décaler au printemps à la même période et de faire une tournée à ce moment-là pour essayer de faire la fête, quoi, quand même, pour cette sortie d'album. Ça a été un peu compliqué quand il y a eu le premier confinement de passer par-dessus ça. Là, c'était un peu dur, surtout que c'était vraiment la première fois que je me lançais dans une aventure comme ça. Et ça tombait pas très bien. Mais au final, maintenant, je le vois avec plus de recul et je pense que il n'en sera que plus abouti. J'ai passé plus de temps sur un peu toutes les étapes. Eh bien, écoutez, on ira vous voir dès que possible sur scène. On va se quitter sur l'écoute d'un morceau donc qui entame cet album qui sortira donc début mars 21. On va écouter Dali, donc une chanson écrite à partir de l'étude d'un tableau de Salvador Dali. Claire Gimat, merci de nous avoir consacré un tout petit peu de temps. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Il n'y a pas d'arbre dans ma cour, ni de sourire sur le palier. Il y a un chien apprivoisé, assis sur un rayon de jour. Je contemple sans regret, enfermé du haut de ma tour. C'est ce soir que pour toujours, hey, je m'en vais. Oh, je saute dans le tableau de Dali, là où les éléphants sont les reflets des cygnes. Califourchon sur le dos de l'aigle au-dessus des eaux. Je respire l'odeur de la mer, de l'écume, l'orage de l'air. Ses plumes caressent mes doigts, mon corps qui frémit aux éclats. L'oiseau royal plonge, se déploie. Hey, je m'en vais. Oh, je saute dans le tableau de Dali, là où les éléphants sont les sur un rocher brûlant, des géantes à tête de fleurs se prélassent, se prennent leur temps, nus. Dans la vapeur, je sens le sommeil qui me prend. Je m'étends, me fiche de l'heure. Les géantes entendent leur chant. Hey! À quelques pas de moi sur l'île, une bête immobile, dressée se lèche les babines. Un félin tigré aux pupilles qui me fige dans un réflexe de proie traquée, faible, fragile. Mais je m'élance vers le tigre. Hey! Je m'en vais, oh, je saute dans le tableau de Dali, là où les éléphants sont les reflets des cygnes. Je saute dans le tableau de Dali, là où les éléphants sont les Ne quittez pas l'écoute, dans quelques instants, Caramel mou. Éléonore Bonfils, bonjour. Vous êtes la programmatrice de la salle Nougaro et l'on vous téléphone un peu pour savoir où en est cette salle qui depuis pratiquement maintenant fin avril, début mai a cessé quasiment toutes ses activités artistiques et musicales.
Alors oui, c'est ça. Effectivement, nous sommes à l'arrêt des diffusions de concerts depuis le mois de mars. On devait accueillir un groupe le vendredi 13 et donc ça s'est arrêté depuis. Alors il y a eu de nombreux reports, des annulations malheureusement. On avait quand même accueilli un groupe en résidence, Marie Sigal, qui devait faire une restitution publique au mois de septembre et puis ça n'a pas été possible. Donc voilà, on fait, on défait, on refait, mais bon, on garde espoir. On rappelle pour les auditeurs toulousains qui auraient raté quelques épisodes que la salle Nougaro est l'émanation du comité d'établissement de Airbus. C'est une salle un peu particulière dans le paysage toulousain, gérée par le CE d'Airbus. Comment ça se passe au niveau de cette gestion? C'est vrai qu'on est quand même assez atypique dans le milieu culturel puisque nous, on est privé à 100%, on est subventionné à 100% par le CSE d'Airbus. Voilà, on n'a pas d'aide publique, donc oui, alors après, on gère notre ligne artistique, qu'on soit public ou privé. Là, on est un petit peu tous confrontés aux mêmes difficultés, quoi, à savoir est-ce qu'on va pouvoir ouvrir dès le mois de janvier, comment ça va se passer, à moitié de jauge. Voilà, c'est tous ces questionnements que nous avons au même titre qu'une autre salle. Au niveau du travail d'une programmatrice, donc effectivement, il y a une partie de la saison 2020-2021 qui est en train de s'effilocher. Est-ce qu'elle va pouvoir être rattrapée en cours de saison? Ça, on va le savoir dans les semaines qui viennent. Mais c'est vrai que novembre, décembre, c'est déjà l'époque où normalement on boucle la saison suivante, donc pour vous la saison 21-22. Je suppose que à ce stade de la compétition, c'est une programmation que vous n'avez quasiment pas commencé à échafauder. Alors on a déjà quelques idées, mais c'est vrai que nous habituellement notre saison on la sort au mois de juin, donc on va dire que tout est vraiment verrouillé à partir de mars-avril. Ce qui nous laisse quand même pas mal de temps à la réflexion. C'est vrai que là, on se concentre principalement sur le premier semestre, donc de janvier à juin, où là, toute la programmation est faite. Voilà, c'est la saison 20-21. C'est vrai que la compression, on a compressé de janvier à juin, ce qui devait être fait depuis l'automne. Oui. Voilà, donc maintenant, voilà, la saison 2021-2022, on a quelques idées déjà. Maintenant, on va voir un petit peu comment se passe déjà cette saison et puis on va avancer petit à petit. Pour la saison 20-21, c'est-à-dire pour celle qui devrait être en cours, si les choses devaient reprendre en janvier, ça veut dire que vous rajoutez des dates de telle manière que vous puissiez programmer dans votre salle l'ensemble des artistes qui étaient prévus? Alors, en fait, quand on avait élaboré la saison 20-21 avec ma collègue Carole Talavant à la programmation, on n'avait pas non plus surchargé janvier à juin en se disant que on avait déjà reporté certains concerts 2 fois, 3 fois. On se disait l'automne ça reste toujours incertain, donc on va quand même se garder des créneaux en cas de report, et c'est ce qui s'est passé. Donc du coup c'est vrai que là de janvier à juin, de toute manière nous n'avons plus de créneaux disponibles. Enfin c'est très condensé. Donc et puis, de manière générale, de toute façon, on travaille en saison. Donc, une fois que la saison est lancée, nous ne rajoutons pas d'autres concerts. Donc, ce ne sera pas le cas cette fois non plus. Comment ça se passe pour les artistes que vous avez programmés et qui ne peuvent pas venir jouer en termes financiers, en termes d'accompagnement? Il y a des reports possibles sur la saison suivante? Oui. Il y a des cachets qui sont payés en partie. Comment ça se passe? Oui. Alors après, on a retravaillé les contrats, il y a des clauses, etc. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, quasiment tout a été reporté. Donc, à partir de janvier, je vous dis, j'en étais jusqu'à malheureusement 3 reports pour certains artistes. Alors, ça paraît fou, mais c'est vrai que en plus, c'était des concerts qui étaient complets. Donc, comment reporter des concerts complets en moitié de jauge?
Alors, il y avait la jauge réduite. Ensuite, il y avait le couvre-feu parce qu'on s'était dit, faisons en 2 fois. Une séance, par exemple, à 18h, 18h30, une autre à 21h. Mais bon, avec ce couvre-feu, du coup, ce plan n'est plus tenable. Donc voilà, là, c'est vrai que on attend de voir un petit peu les annonces qui vont être faites prochainement. Et puis, on verra effectivement si on reporte à nouveau sur la saison prochaine. Enfin, voilà, là, ça va être une discussion vraiment avec les artistes. Il faut que chacun puisse s'y retrouver aussi. Mais voilà. Combien de temps, à votre avis, vous pouvez tenir dans une situation pareille sans que ça mette la santé financière de votre salle en péril? Je ne sais pas vous dire. On attend de voir un petit peu dans quelles conditions on va pouvoir, ouvrir pleinement un moment, à moitié de jauge, à moitié, voilà. Donc tout ça, on est en train de voir avec les budgets, etc. Tout est en cours, donc on verra. Le premier concert de la salle Nougaro, il est prévu pour quand? Dans le meilleur des cas? Là, du coup, notre saison démarrerait dès le 7 janvier. Dès le 7 janvier avec la maison Tellier, voilà. Mais alors après, voilà, typiquement, le 11 janvier, nous avons Armengo, que nous avons déjà reporté 3 fois, et qui est complet, voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de demandes de remboursement sur ce concert, donc ce qui est très bien, voilà. Bien sûr, nous sommes absolument ravis. Maintenant, voilà, que va-t-il se passer? Est-ce que ce sera... je pense que ce sera en jauge réduite de toute manière, mais est-ce qu'il y aura un couvre-feu? On entend des spécialistes qui vont dire que les salles vont pouvoir réouvrir à jauge à moitié réduite, d'autres qui disent que non. Donc c'est vrai qu'on est toujours dans cette attente et qu'on va essayer de réajuster au mieux. Bon, écoutez, on vous souhaite de pouvoir reprendre le 7 janvier avec la maison Tellier. Pour Armengo, c'est quand même un musicien de l'endroit, il peut peut-être venir 2 jours de suite. Voilà. Éléonore Bonfils, merci d'avoir pris le temps de nous répondre et on espère revenir à votre rencontre à partir de janvier. Merci beaucoup en tout cas. Ouais, avec plaisir, merci Jean-Philippe, au revoir. I could start with Monsanto Bone. With your people, the Orangulu. In South England, like half of mine. The muscles of our histories. I could start with the meeting of the deities. They kept quiet like they didn't notice. And I imagine you knew them well. Told them to mind their own business. That we'd meet them later down in hell. I saw you preside over a court of suitors. Saw me lead an army of joy. I saw you preside over a court of suitors, and you saw me lead an army of joy. 10,000 miles from out of town. I don't know the rhythms, but I know enough gods. How you folded half the world, I'll leave a mystery. Like the whereabouts of that key to the meadow where I stashed your taste and tumble in my head, where you danced reckless, oh so reckless. I saw you preside over a court of suitors. And you saw me lead an army of joy. I saw you preside over a court of suitors. And you saw me lead an army of joy. In this small hollow of the mountain, in this hollow for us alone. In this hollow
beneath Saint-Aubin. All our ghosts and secrets wrong. I saw you preside over a court of suitors. You saw me lead an army of joy. I saw you preside over a court of suitors. You saw me lead an army of joy. Rivers Winchester, Mount Santubong, extrait d'un album New Burn sorti l'année dernière. Rivers Winchester, un duo que l'on aime beaucoup dans Caramel Mou, associant la voix de Mike Ladd à la basse de Mathieu Sourisseau. On écoutera peut-être ce duo un soir à la salle Nougaro. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que demain après-midi, à 16h30, vous pourrez écouter ce duo Rivers Winchester dans le cadre d'un Facebook Live organisé par le festival Banlieue Bleue, The Bridge, les Amis Américains et la salle de concert parisienne, la Dynamo. Donc vous vous branchez sur le site Facebook de The Bridge, les Amis Américains, et vous pourrez donc écouter ce Facebook Live qui réunira 3 formations à 15h30 Joël Léandre et Bernard Santa Cruz, à 16h30 Rivers Winchester, dont Mike Ladd et Mathieu Sourisseau, et à 20h30 Uptown, le projet de Claudia Solal et de Benoît Delbecq. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez passer une petite journée à l'écoute de ces musiques que l'on adore et qui viennent un peu des musiques improvisées. Vous croyez qu'en radio ça va marcher, ça? Je crois à ce qui est dans le vent. Et vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. Professeur Thibault, bonsoir. Bonsoir, petite fée de la FM. Waouh, pas génial, mais je pense que je suis pas le seul, mais c'est pas la grande forme en ce moment. Bon, voilà, on va dire que c'est un sentiment un petit peu plus général, hein, voilà, ouais. On va dire ça, voilà. Allez. Alors par contre, moi je ne sais pas si je vais vous remonter le moral. Alors on y va. Alors, respirez, soufflez, parce qu'on va parler de Safe. Film canado-américain. Je ne sais pas si ça se dit ça, canado-américain, canadien-américain. Voilà. Sinon, tentons une inversion, américano-canadien. Américano-canadien, c'est vrai que ça fonctionne mieux, ça fonctionne beaucoup mieux, effectivement. Comme quoi, vous voyez, le retour au grand classique, hein, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, Safe date de 1995, qui est le 3e long métrage de Todd Haynes, si je ne m'abuse, comme dirait ce brave docteur. Alors, Todd Haynes, celui-là, on le connaît peut-être un peu moins, mais Todd Haynes, en fait, qui est connu pour des trucs comme Velvet Goldmine, qui avait été un très très bel hommage à David Bowie, ou encore Loin du paradis, ou Carole, etc. Enfin, c'est quelqu'un qui est vraiment bien planté dans le film américain, un peu indépendant d'auteur, voilà, un petit peu outre. Reste que Safe, ce 3e long métrage, est complètement d'actualité. Je vous fais le pitch très très rapidement. Donc c'est une jeune femme au foyer de sa maison. Donc on est en Californie, aux États-Unis. Ça se passe en 1987, je crois que c'est ça. Hein. C'est un peu la fin des années 80. Alors bien sûr c'est une jeune femme assez aisée, hein, voilà, et qui s'occupe donc de sa maison jusqu'à ce que tout à coup, patatras, que se passe-t-il? Elle commence à avoir peur de son entourage. Elle commence à avoir peur de tout. Elle commence à tout laver. Elle commence à tout nettoyer. Elle commence à mal respirer. Elle tousse comme moi. Elle s'inquiète beaucoup. Elle brique tout ce qu'elle peut. Son intérieur est nickel. C'est une femme qui est en prise avec son époque et qui a peur du microbe. Et plus elle a peur du microbe, plus il lui faut un gourou pour apprendre à se désintoxiquer de la peur des microbes. C'est un film absolument formidable. J'ai l'air de plaisanter là comme ça. Et donc effectivement, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la maladie du XXe siècle. Donc
d'avoir peur un petit peu de tout ce qui nous entoure et de tout ce qui est invisible. Et c'est une sorte de descente aux enfers. Alors le film est un petit peu glacial sur un rythme très lent. Je vous garantis, c'est excellent. Puis ce qui est génial, c'est qu'elle va tomber dans une secte un petit peu New Age, comme il y en existait beaucoup d'ailleurs à l'époque dans les années 90. Vous savez, sur le bien vivre, la nourriture macrobiotique et tout, etc. Et là, elle va tenter une expérience extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle va se révéler à elle-même, qu'elle va se retrouver dans une sorte de bulle où elle va encore un petit peu tousser, et puis elle va moins tousser, etc. Et il n'y aura plus rien à l'intérieur de cette bulle, il n'y aura plus un seul microbe, il n'y aura que de l'air pur, et elle sera enfin en paix avec elle-même, c'est-à-dire qu'elle sera absolument toute seule. Voilà, toute seule dans sa bulle. Donc c'est assez imagé. Alors, à l'époque, en fait, c'était... le réalisateur s'en est toujours défendu, et c'est vrai que c'était une allégorie un petit peu sur le sida. Le sida a été fait en 95, en 95, on était au pic de cette épidémie de sida. Et le film est toujours d'actualité, complètement d'actualité aujourd'hui. En fait, la question qu'on peut se poser, est-ce que la peur du microbe n'est pas pire que le microbe lui-même? Et ça, c'est très très intéressant. Voilà, la grande, pour moi, réflexion du film, c'est cette petite chose. Voilà, rappelez-nous le titre d'un film éminemment d'actualité. Éminemment d'actualité, donc Safe de Todd Haynes, avec la sublime d'ailleurs Julianne Moore, voilà, qui est dans le film. Voilà, qu'on avait vu dans Les Fils de l'Homme. Ah là là, quelle actrice. Julianne Moore. Julianne Moore. Allez, on va terminer aussi par la petite cerise sur le gâteau, comme je disais, sur un truc un petit peu plus joyeux. Vu qu'il s'agit, je pense que j'en avais déjà parlé, mais je préfère en reparler, comme ça je fais bien rentrer des choses dans les crânes. Donc c'est un film qui s'appelle The Mask, de Julianne Hoffman, de 1961. Pardon, excusez-moi, je tousse. Se veut d'ailleurs comme le premier film d'horreur canadien. Alors ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Hein, je n'ai pas suffisamment enquêté pour vous dire. Mais enfin, en tout cas, ça ne me semblerait pas tout à fait impossible. Mais surtout, ce que j'adore, c'est que c'est un film de connivence. Alors pourquoi c'est un film de connivence ? Comment vous expliquer ? The Mask, donc, est l'histoire d'un masque. Donc, c'est un psychiatre un petit peu crédule, comme ça, qui va hériter d'un masque précolombien, d'ailleurs très 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 beau. Et de temps en temps, dans le film, il va, à certains moments, mettre ce masque sur sa tête. Donc, il y a un petit leitmotiv, qui est donc une phrase qui revient 3 ou 4 fois dans le film. Put the mask on now. Put the mask on now. C'est-à-dire, mets le masque maintenant. Et là, tout à coup, s'ouvre, donc, devant nos petits yeux ébahis, une espèce de troisième dimension. Alors, pourquoi troisième dimension ? Parce que le film est aussi en relief. C'est-à-dire que chaque fois que le personnage principal met le masque dans le film, chez soi, on doit chausser ces petites lunettes en relief, même pour regarder sur la télévision, ça marche très bien. Et là, donc, c'est une troisième dimension, alors complètement carnavalesque. Alors, il y a des feux follets qui arrivent dessus, il y a des crânes gigantesques, il y a des globes oculaires comme ça qui flottent dans l'air, etc. Il y a une sorte d'érotisme tordu, on assiste à des rituels païens. Bref, on se croirait au bord du Styx en ayant pris un bon buvard de LSD. C'est absolument génial et formidable. Et bien entendu, à un moment donné, le psychiatre, là, ce jeune psychiatre, enlève le masque. Et là, on repart sur un film complètement classique d'enquête policière, de thriller, un petit peu horrifique et tout ça. Alors ça, c'est génial parce que finalement, on a un choc entre que j'appellerais la série B la plus classique, et toutes ces séquences en relief là, qui viennent au cours du film, où là on est vraiment dans une sorte de comment dire, expérimentation surréaliste, voilà, vous voyez, complètement constante là. Et d'univers psychédélique pour le coup. Et d'univers complètement psychédélique. Alors là, voilà, moi je trouve ça complètement génial. C'est ce choc, cette juxtaposition entre ces deux univers. Je vous garantis, ça fait le film. En tout cas, moi personnellement, j'ai fait mon choix. Donc, plutôt que de contempler le monde qui m'entoure actuellement, je vais de ce pas chausser
ce masque et je m'en vais dans cette troisième dimension carnavalesque où je serai définitivement roi et bien. Oui, j'espère que quand même, avant de repartir dans cet univers psychédélique, vous allez prendre rendez-vous chez le docteur, parce que je pense que là, il est temps d'y aller, professeur Thibault. Peut-être. Allez. À la semaine prochaine. Peut-être. Prenez soin de vous, en tout cas. Au revoir. Au revoir. Caramel mou caramel mou. On vient d'écouter Bipolarity, extrait d'un 45 tours gravé dans le vinyle par un groupe toulousain, Photomatique, et publié sur l'excellent label toulousain lui aussi, Pop Supérette. 45 tours, c'est pas courant, mais les deux faces sont vraiment de qualité. Une espèce de punk assez juvénile et assez enthousiasmant. Voilà, Photomatique, on ne désespère pas de les avoir un de ces jours dans le studio de Radio Campus pour parler un peu de cette musique qui nous enchante. Voilà, Bipolarity, Photomatique, un 45 tours du label toulousain Pop Supérette. Vous regardez tous sur vos moteurs de recherche favoris et vous allez trouver ce label où vous pourrez commander ce petit 45 tours. Caramel mou, c'est fou. Manuel Pomar, bonsoir. Bonsoir.
bonsoir. Si je vous ai bien suivi sur les réseaux sociaux, comme on dit chez les bandes de jeunes, il y a plein de choses qui vous ont un peu énervé ces derniers temps. Je dois être à fleur de peau, comme beaucoup de personnes, j'imagine. Donc, oui, cette fois-ci, pas d'exposition, vous en doutez, tout est fermé, car non essentiel, ces expositions. Donc, je vous propose un petit conseil de lecture à propos d'un bouquin de science-fiction, on va dire. C'est en téléchargement gratuit, vous le trouverez facilement. Le titre, Rapport des travaux de la commission Toulouse Territoire d'Avenir. Mais bon, il y a Avenir, alors on peut imaginer qu'on va être sur une histoire de dystopie. Qu'est-ce que c'est ce conglomérat? C'est une enquête qui a été lancée cet été, donc entre les deux confinements par la ville de Toulouse et la région Occitanie, et sont à la tête de cet objet textuel plein de perspectives d'avenir, ce cher ultra-libéral Jean Tirole, patron de la Toulouse School of Economy. Prix Nobel d'économie, si je me souviens bien. C'est vrai. J'allais le mettre, excusez-le. Et Marion Guilou, alors spécialiste de beaucoup de choses, mais surtout membre du fameux think tank libéral, l'Institut Montaigne, paix à son âme, institut qui a pour objectif de concilier les enjeux de compétitivité et de cohésion sociale. Bravo pour la contradiction. Casting libéral parfait pour un rapport qui est censé lister les options d'un Toulouse post-crise. C'est un peu comme si on demandait à Darmanin un rapport sur la liberté d'expression ou sur l'égalité homme-femme en politique. Vous voyez le genre. Alors, j'ai retenu pour vous quelques morceaux choisis. Évidemment, les deux personnes qui ont mené l'enquête se sont empressées d'enquêter auprès d'entrepreneurs, restaurateurs, hôteliers, rugbyman. Alors, vous imaginez, aucun artiste, aucune personnalité de la culture, hormis du secteur de l'événementiel ou du privé, donc en dehors de l'industrie culturelle, point de salut. C'est vrai que nous, dans la culture, on n'a aucune idée d'avenir. C'est pas comme si on se réinventait en permanence, si on prenait des risques, ou si parfois nous faisions preuve de solidarité. Ça fait pas partie de notre quotidien, ou alors de notre ADN, comme on dit dans la langue libérale. Les nombreux chapitres abordent l'urbanisme, l'industrie, le tourisme. Vous allez voir, le tourisme, c'est vraiment le leitmotiv, ou l'économie. Pour ce qui est de la culture, il faut attendre patiemment jusqu'à la page 176, avec un titre, tenez-vous bien, Tourisme, gastronomie, culture du territoire toulousain. Vous voyez à quel niveau on place tout ça. Avec ce fil rouge là, du tourisme, paraît quand même, en ces temps complexes, une option somme toute assez fragile, quand la globalisation est quand même un des principaux vecteurs de la pandémie qui met actuellement nos États à genoux. Je pense que ce choix-là est pertinent, non, je suis pas certain. Ou quand une ville comme Barcelone ou Venise battent de mouvements anti-tourisme, évidemment, parce que il y a hausse des loyers, accroissement de la pollution à cause de ce tourisme de masse, on peut se demander d'où vient cette volonté d'attirer toujours encore plus de touristes à Toulouse. Il semblerait qu'on n'ait pas assez de nuitées d'hôtels dans notre ville et que ce serait ça peut-être le ressort pour sortir de la crise. Et de la future bonne santé de la Ville Rose. Voilà, exactement. Alors, comment on appâte le touriste? Eh bien, on lui propose un musée, mais pas n'importe quel musée, un grand musée. Alors, on voit tout en grand, on est évidemment dans la culture de la croissance, quoi. Toujours plus haut, toujours plus grand, toujours plus fort. Et on prend comme exemple, c'est le Guggenheim à Bilbao. Ces spécialistes dont, je le rappelle, aucun de la culture, sans oublier qu'il y a déjà pas mal de musées à Toulouse, mais peut-être que ces musées manquent justement de financement qui pourrait leur permettre d'accroître à la fois visibilité et fréquentation. Passons, rajoutons plutôt encore un musée, voilà, pour baisser encore plus leur budget. Ça semble logique. Ça me rappelle un peu la méthode libérale pour dézinguer le service public. Je baisse les budgets, ensuite en raison de cette baisse, je fais le constat du mauvais fonctionnement de ces services publics. Et là, vient le moment où, pour que ça fonctionne, je remplace tout ça par des offres privées. On a vu ça avec la casse sur l'hôpital et ce que ça a pu entraîner dans la gestion de la pandémie. Donc voilà, on garde les bonnes méthodes libérales, ça marche. Alors on revient au Saint Graal, le Guggenheim de Bilbao. Alors Bilbao et Toulouse, on cherche quel rapport. Le Guggenheim a ouvert en 1990.
97. Alors entre 97 et 2020, je pense que la situation a un peu évolué, mais bon, c'est pas grave. Je rappelle que le Guggenheim, c'est une fondation privée, donc évidemment des fonds privés, et surtout une collection qui a été montée depuis des décennies. Mais bon, peut-être qu'on a ça sous la Manche, ici à Toulouse, je n'en sais rien. Et Bilbao, à ce moment-là, c'était une ville qui était en train de péricliter, et évidemment, le musée a servi de levier. Toulouse, pour l'instant encore, est encore une ville prospère. On va voir, nos élus nous rappellent toujours les 10 000 nouveaux habitants chaque année. Peut-être qu'on est encore à l'abri d'un effet Détroit sur Toulouse si l'industrie aéronautique ne s'écroule pas autant qu'on nous l'annonce. Mais bon, il faut aussi rappeler qu'à Détroit, ce sont les citoyens qui ont reconstruit la ville. Et moi, je suis prêt à parier sur le tissu associatif toulousain si jamais ça arrive pour faire remonter la pente à notre chère ville rose. Donc, le Guggenheim, c'est quoi? C'est surtout un grand geste architectural de Franck Gehry. Alors bon, à Toulouse, c'est vrai qu'on n'a pas ce bâtiment qui pourrait marquer les esprits. Hein. On est dans l'esprit briquette, on le sait, c'est ça, l'esthétique toulousaine, c'est la briquette de Parmont, quoi. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont pondu, la commission? Un musée du rugby en forme de ballon de rugby. Exactement, un bâtiment en forme de ballon, ça c'est du geste architectural. Bon, soit dit en passant, déterminé avant même qu'un quelconque appel d'offres en direction d'architecte soit fait. J'imagine la méthode. Donc le rugby au musée, c'est quoi? Ça va être des maillots, des ballons, des protège-dents, hein, ça peut être joli, une salle un peu gore, ou une salle odorama, senteur vestiaire, pourquoi pas. J'imagine que le restaurant, lui, ne proposera que des troisièmes mi-temps. Pour ce qui est des maillots, franchement, il y en a à peu près dans un restaurant sur deux des maillots de rugby à Toulouse. On ne pense pas qu'on en ait réellement besoin. Je suis presque prêt à dire que l'Ovalie, c'est un peu la plaie du Sud-Ouest. Et attaquer cette culture, c'est aussi inconscient que de témoigner contre la mafia en Sicile. Mais bon, je me jette. Hein. Si tu fais pas de rugby, si tu vas pas au stade, pas de réseau, pas d'affaires, pas de soutien. Voilà, c'est la pensée ovale toulousaine. Bilan, on arrive à cette riche idée, le musée du rugby en forme de ballon de rugby. Tautologique et bas du front. Je vous ai retenu celle-ci, mais il y en a plein d'autres. Il y a un Puy du Fou occitan, un énième festival. C'est vrai que la ville ne regorge pas de festival, mais bon, c'est vrai, Big Flo et Oli nous ont fait le coup du enfin un festival à Toulouse, donc j'ai l'impression que dans les esprits, il n'y a pas de festival dans notre ville qui en regorge, et des vraiment excitants. Et là, c'est un festival de street art. Je rappelle qu'il y a Rose Béton, qui est plutôt très très digne dans sa programmation. Ce document, au niveau de la culture, ça enfonce les portes ouvertes. Donc j'espère que ça va rester dans les tiroirs, cela fermé, et qu'on va se passer de tirer des leçons de tout ça. On peut trouver ça, vous disiez, sur le net? Oui, il suffit de taper ce titre ô combien excitant, rapport des travaux de la commission Toulouse Territoire d'Avenir, sur le moteur de recherche de votre choix, et ça va tomber. Merci Manu Pomar pour cette trouvaille, ça va nous occuper quelques soirées. Bon, la prochaine fois, j'espère que je pourrai enfin à nouveau vous donner envie d'aller voir des expos, quoi. Allez, au revoir. À bientôt. À bientôt. Voilà, Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous les intervenants de ce soir d'avoir pris le temps de téléphoner. Dans un instant, vous allez retrouver une émission spéciale chercheurs-chercheuses on the air dans le cadre de la nuit européenne des chercheurs qui a lieu aujourd'hui. Nous, on se retrouve la semaine prochaine à notre horaire habituel, 18h. Nous serons sans doute toujours confinés, et d'ici là, portez-vous bien. Caramel! Caramel.